Dans une capsule précédente, où on posait la question si le mal existe vraiment, on a eu des retours encourageants et aussi des demandes de nous entendre plus sur ce sujet-là. Alors aujourd'hui, on poursuit l'exploration. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que le mal opère ? J'aurais envie de dire que le mal opère distinctement, suivant qu'il est franc, si l'on peut dire, c'est-à-dire la méchanceté par exemple, ou qu'il est sournois, qu'il est tapi dans des couches moins visibles, moins directement apparentes et pourtant très actives. Il y a un mal insidieux aussi. En tout cas, au niveau de son intention, ce qui reste avéré, c'est que le mal, dans son aspect pervers, c'est ce qu'il fait. Le mal n'est pas l'ignorance du bien. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de j'ai pas fait exprès. Ça peut avoir l'air d'être par inadvertance, mais il y a une intuition, si on peut dire. Il y a un flair dans le mal qui sait très bien par où passer pour faire mal. On a tous l'expérience de quelqu'un qui nous dit précisément le mot méchant ou qui appuie au mauvais endroit pour que on ait cette espèce de contraction intérieure de la douleur. Le mal n'est pas l'ignorance du bien, car il sait, comme dans la torture, on sait très bien, on a une très bonne connaissance du corps humain. Dans la torture, ce qui pourrait être utilisé pour soigner est utilisé pour détruire. Et être confronté à cette intention malveillante, c'est d'autant plus perturbant pour la proie qu'on est ou la victime qu'on est, qu'il est parfois difficile de prouver, en quelque sorte, que l'agresseur sait ce qu'il fait. Et que souvent, et très souvent dans des conditions perverses, la personne qui fait souffrir une autre personne va dire « j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu, j'ai pas compris, je ne savais pas que, etc. » C'est cousu de fil blanc, parfois, beaucoup dans le harcèlement, les stratégies de manipulation, etc. Mais c'est difficile à dénoncer. Et pour chacun de nous, ça demande un effort non seulement d'assumer que cette intention malveillante existe, mais de reconnaître qu'elle n'est pas maladroite, au contraire, qu'elle sait très bien ce qu'elle veut obtenir et le chemin par lequel elle va l'obtenir. Je crois que lorsqu'on arrive déjà à déceler ça, qu'il y a eu une réelle intention de nuire, de faire souffrir, de faire mal, déjà c'est, d'un certain côté c'est bien, enfin c'est le début du chemin. Et à la fois, je pense que je suis pas la seule si je dis que ça reste sidérant de s'imaginer qu'on puisse avoir cette intention aussi nette de faire le mal. Et je trouve ça donc sidérant et aussi un peu désemparant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça demande un effort très singulier d'admettre, de reconnaître, d'assumer cette intention qui n'est pas juste une erreur, qui est déjà bien sûr une faute, et qui fondamentalement, du point de vue de la conscience, bien sûr est un péché. Il y a quelqu'un qui nous dit « je n'avais pas vu, je ne savais pas, j'ignorais que, tu aurais dû me dire ». Comme si un enfant violé disait bah, « quand même tu m'as fait mal » et que l'adulte disait bah, « tu aurais dû me dire que tu n'aimais pas ça ». Et bien sûr qu'un enfant peut être, si on prend cet exemple extrême de l'abus sexuel sur un enfant peut être conditionné, manipulé de manière à finalement accepter cette idée que le parent fait ça, si c'est un cas d'inceste, parce qu'il l'aime au nom de l'amour. J'ai parlé, je crois, déjà une fois, de cette femme qui disait que quand elle était toute petite, elle avait 2 ans, son père la violait déjà et qui lui disait que c'était par amour qu'il le faisait. Et qu'elle pleurait parce que ça lui faisait mal, bien sûr, en disant « Papa, aime-moi pas si fort ». Le père sait ce qu'il fait, bien sûr, c'est pas par inadvertance. Ce n'est pas de l'amour. On n'aime pas quelqu'un qu'on fait souffrir et qu'on fait pleurer et qu'on violente. Mais le discours passe et l'enfant se met en demeure de croire que c'est de l'amour bien que ça lui fasse mal.
Il y a vraiment une inversion absolue de la réalité de ce qui fait sens entre les humains, au nom de l'amour. C'est pour ça que l'inceste est une chose tellement violente, quel que soit le degré, je dirais, qu'il prend, parce que c'est une inversion de ce rapport à la protection, à la guidance, à la responsabilité qu'un adulte doit avoir par rapport à son enfant. Là, c'est l'inversion absolue de cette dimension-là, au bénéfice, bien sûr, du prédateur. Je pense aussi, malheureusement, à l'efficacité de cette approche, puisque face à la sidération qu'on peut ressentir lorsque quelqu'un qui nous aime, finalement, nous fait du mal, une part de nous, plus ou moins consciente, a envie de se raccrocher à ce mensonge, à cette illusion que c'est pas possible, ou je ne peux pas croire, je peux pas accepter qu'on me veuille ce mal-là. C'est peut-être de l'amour maladroit, etc. Mais en fait, non. C'est tout un chemin d'ouvrir les yeux et de nommer ce qui est vraiment en train de se passer ou ce qui s'est passé, et de rendre au prédateur, à l'agresseur, cette intention de nuire. Oui, d'ailleurs, tu as dit, c'est difficile de croire que quelqu'un qui nous aime nous fait ça. Mais c'est pas quelqu'un qui nous aime. Dans notre manière de le raconter, on est déjà pris, on est déjà captif. C'est-à-dire, ça fait penser à cette notion d'identification au profanateur, c'est-à-dire la manière dont c'est tellement violent, à un niveau tellement profond, enfin, c'est un tel péché, dans le sens qu'on l'a évoqué dans d'autres capsules, qu'il y a une puissante tentation en nous de faire comme si c'était seulement une erreur, ou au pire une faute, mais que l'autre, dans le fond, quand même, ne saurait pas ce qu'il fait. Il ou elle sait ce qu'il fait, ce qu'ils font, et la tentation pour la victime, c'est effectivement de devenir complice, parce que dans l'identification au profanateur, c'est vrai qu'il y a ce mécanisme dont parlait Ferenczi, le psychanalyste, de dire je préfère renoncer à un morceau de moi pour laisser l'identité de l'agresseur prendre place, plutôt que rester moi-même, sauvegarder mon intégrité et voir la nature de l'autre. C'est extrêmement fragile, je dirais, cette charnière par laquelle on peut continuer à se sentir humain sans être l'enfant de l'autre, sans être son public, en quelque sorte. Et on en voit l'écho dans le comportement, bien sûr, des gens dans la suite de leur vie. Mais moi, je trouve qu'on le voit beaucoup dans le rapport à la société, cette manière-là encore où il peut y avoir des formes de gouvernance, de décisions, de décrets, de lois, etc., qui sont objectivement tout à fait à l'encontre du bien des citoyens. Et on peut retrouver cette même passivité, cette même hypnose, cette même anesthésie qui dit ils doivent savoir ce qu'ils font, c'est sûrement pour notre bien, on est trop petit pour comprendre. C'est une imposture, mais c'est un véritable effort pour chacun de s'insoumettre. Et je ne parle pas de caste politique qui serait meilleur que d'autres, je veux dire que ne pas s'en remettre à autrui pour qu'il ait le pouvoir de légiférer notre vie, ça demande vraiment de désirer devenir humain jusqu'au bout, sans se remettre sous la férule comme ça d'un pouvoir extérieur. Le pouvoir doit être en nous, le pouvoir du discernement doit être en nous, le pouvoir de dire ce qu'est l'amour et ce qui n'est pas l'amour doit être en nous. C'est pas un savoir qu'on acquiert de l'extérieur. La petite fille qui pleurait quand son père la violait sentait très bien que quelque chose n'allait pas. L'âme en nous perçoit, mais le corps, l'affect, etc., même l'intellect peuvent être embrigadés, détournés de leur voie. Alors bon, je pense que vous l'avez senti, que c'est une capsule qui envoie du bois. Mais ce qu'il faut retenir là, justement, c'est qu'en fait, on a chacun en nous ce pouvoir-là de discernement et de souveraineté, de le cultiver, que c'est possible. C'est très difficile, mais c'est possible. C'est pas une question de confort, c'est pas moi j'ai envie d'être un être humain et de sortir de l'abus ou pas. C'est qu'on peut pas devenir humain sans essayer de sortir de l'abus. Sinon on est autre chose qu'un être humain.
On est une sorte de pion sur un échiquier de relations, et on ne connaît pas le lien, et on n'entre pas dans cette intelligence du sens de la vie, de l'alliance, de l'amour, bien sûr, qui passe par bien d'autres chemins, entre autres celui de la bonté. Il n'y a aucune bonté, bien sûr, dans l'abus, dans l'inceste, dans la perversion. C'en est la négation permanente, au point même de nous faire oublier que ça existe. Ça, c'est encore un autre sujet. Et peut-être que ce sera pour une autre capsule. Je voudrais juste faire un lien avec la capsule sur le traumatisme qu'on a fait, juste comme ça pour le plaisir de la cohérence. Tout à l'heure, lorsque tu citais ce psychanalyste qui parlait de cette tentation de renoncer à un morceau de soi, ça me rappelle l'histoire du trou que le traumatisme peut créer et qu'il appartient à chacun de raccommoder avec le fil du sens. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire à ce sujet ? Oui, le rapprochement que tu fais est très juste. Le traumatisme est comme un indice que le mal est passé par là et qu'on n'a pas réussi à se tenir à cet endroit-là. Et ça fait le trou ensuite dans la présence au monde. Mais chaque fois qu'on revient sur ce trou, sur cet abîme parfois qui s'est ouvert, et que cette fois, au lieu de fermer les yeux et de subir, on accepte de voir et de regarder, d'abord souvent ça passe par retrouver des sensations du moment où la dissociation a eu lieu, et ça n'est pas facile, et c'est plus accessible si on le fait accompagner bien sûr, mais là la présence se retisse au prix d'une sortie du refoulement. Mais on s'incarne davantage, on prend plus de densité à cet endroit, et la fois suivante, quand cette même tentation se représentera, on ne lâchera plus. Et à ce prix, on se raccommode, si on peut dire peu à peu, on se tisse. Merci Carole. Merci de nous avoir écoutés pour cet entretien particulier. J'espère que ça aura nourri ceux qui demandaient d'en entendre plus sur le mal et aussi les autres. Dites-nous, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage d'entendre vos retours. Et on vous dit à très bientôt.